Bonjour à tous. Donc, je suis Magali Ardilé. Je suis la directrice du pôle territoire de la Chambre d'agriculture. Donc, nous venons de nous réorganiser à la Chambre d'agriculture. Il y a mon collègue qui est chargé du pôle environnement et bio, Yann Montmartin, qui est là également. Et donc, dans le pôle territoire, on s'occupe évidemment d'accompagnement des collectivités territoriales. Et dans ce cadre-là, depuis 2019, la Chambre d'agriculture a été chargée, avec nombre de partenaires, d'animer la coordination d'une réflexion sur la charte du bien vivre ensemble. Alors, nous l'avons appelée spécifiquement la charte du bien vivre ensemble, même s'il était imposé comme une charte d'utilisation des produits phytosanitaires, mais avec la volonté de coordonner l'ensemble des démarches qui existaient sur le bien vivre ensemble et de les mutualiser et de les massifier. Alors là, j'ai fait le choix de vous parler de différentes initiatives finalement qui permettent d'entretenir le dialogue entre la viticulture et les territoires. C'est pas exhaustif, mais bon, voilà, il fallait faire des choix. Donc évidemment, je vais vous parler de la charte du bien vivre ensemble, qui est aujourd'hui de nouveau opérationnelle. Ce que ça a engagé en termes d'engagement vis-à-vis des partenaires, mais aussi de support de communication. D'ailleurs, je vous ai laissé à l'entrée différents supports de communication que vous pouvez évidemment prendre. Si vous n'en avez pas assez, il faut me le demander. Il va être question évidemment de médiation locale, d'une application mobile dont vous avez entendu parler. Pareil, il y a une affiche sur l'information des riverains. Et puis d'une initiative issue de la charte également sur l'accompagnement de sites sensibles. Ève Lalande le ferait mieux que moi, mais voilà, en lien avec la communauté de communes de l'Estuaire. Et puis, il est question aussi de dialogue et d'événements aussi positifs. Et donc, on va fêter la science au Vinopole. Et voilà, rapidement, pour vous dire que le bien vivre ensemble, c'est toutes sortes d'initiatives qu'il faut multiplier, fédérer, et qui feront que, voilà, on va favoriser le dialogue. Donc la charte du bien vivre ensemble, elle a été validée par la préfète l'année dernière, le 29 juin 2020, avec 16 partenaires. Et puis, vous savez, vous avez suivi le feuilleton au niveau national avec la remise en question par le Conseil constitutionnel, notamment sur le volet concertation des différentes chartes dans les différents départements. La bonne nouvelle, c'est que la charte de Gironde a été revalidée le 12 juin 2021. Donc on a eu la confirmation par la DDTM, on attend le courrier officiel, mais c'est vrai que c'est une des chartes qui est revalidée. Donc on va pouvoir se relancer sur l'activation de l'argumentaire. Vous avez également un argumentaire dehors qui se présente comme ça, qu'on avait rédigé effectivement pour inciter les agriculteurs et les viticulteurs à adhérer à la charte et à tous ces engagements-là. Donc pour revenir rapidement sur le contexte que vous connaissez sûrement, mais la charte, c'est d'abord un décret et un arrêté du 27 décembre 2020 sur les zones de non-traitement et puis des impératifs imposés dans l'écriture de cette charte relative à l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc la charte des riverains, c'est évidemment l'obligation réglementaire telle que je viens de vous le dire, mais paradoxalement, cette charte promeut une démarche volontariste de dialogue et du bien vivre ensemble. Et c'est là-dessus finalement qu'on a joué pour se dire, ne prenons pas que le volet réglementaire et allons plus loin pour justement fédérer l'ensemble des partenaires qui travaillent au niveau girondin pour pouvoir finalement en profiter pour favoriser le dialogue et le bien vivre ensemble. Donc on en a fait un bon exercice pour justement conforter ces initiatives. Et puis évidemment dans cette charte, il est aussi question, vous le savez, au niveau réglementaire, d'adaptation des distances minimales de traitement qui sont prévues par l'arrêté. Donc c'est tout ça la charte. Et c'est vrai que cette remise en question récente a mis un petit coup d'arrêt à la démarche qui était engagée. Malgré tout, tous les engagements qui sont à l'intérieur de la charte, que le mode de concertation soit valide ou pas, restent valables. Parce que c'est ça qui compte, c'est qu'on continue d'avancer sur le bien vivre ensemble. Donc dans cette charte, alors tous les documents dont je vous parle, ils sont sur le site de la Chambre d'agriculture, il y a des liens, vous pouvez y accéder. Donc si vous n'avez pas vu la charte ou les différents documents que je vais vous présenter, ils sont tous sur le site de la Chambre d'agriculture.
Donc dans cette charte, il est question évidemment de l'information des résidents, des distances de sécurité, je vous le disais à l'instant, et des mesures qui peuvent apporter des garanties équivalentes, des modalités de dialogue et de conciliation. Et puis, on a précisé, voilà, on a co-construit ensemble des adaptations locales, on va dire. Donc il y a des délais de prévenance des résidents. Donc, par exemple, dans la charte, il y a, on conseille aux agriculteurs et aux viticulteurs de prévenir au moins 8 heures avant le début des traitements. Des bonnes pratiques pour l'application des produits phytosanitaires. Donc on dit à efficacité équivalente, par exemple, préférer les produits sans CMR ou utilisables en agriculture biologique. Donc on a essayé d'adapter les grandes contraintes finalement qui étaient dans le texte pour essayer de localement essayer d'aller plus loin. Les dates et horaires de traitement adaptés et modalités pratiques d'application des distances et de déploiement des mesures anti-dérive. Donc vous la regarderez si vous ne l'avez pas vue. Elle se présente sous forme d'engagement. D'abord, on rappelle les obligations réglementaires qui préexistent pour toute activité agricole, quand même. Et ensuite, il y a les engagements des agriculteurs, des organisations professionnelles agricoles, des élus locaux, et puis quelques demandes auprès des associations de riverains. Donc en Gironde, je vous le disais, on a travaillé à partir d'octobre 2019. On a eu 23 versions de la charte. Et pour vous dire, on continue d'y travailler parce qu'il y a un comité de pilotage qui a été mis en place. Donc voilà, je n'exclus pas qu'elle puisse évoluer. Malgré tout, là, on est plutôt dans le volet opérationnel pour faire en sorte que tout ce sur quoi on s'est engagé puisse être mis en œuvre. Donc on a travaillé étroitement avec l'Association des maires de Gironde. On a consulté les associations de riverains entre janvier et mars 2020 et ça a abouti à ces signataires qui ont signé, qui sont là. Ce que je voulais dire quand même, c'est que malgré ces signataires, on a un copil qui est plus large que ça. Il y a le conseil départemental, Sylvie Dulon est là aussi pour AgroBio. On a différents partenaires. C'est pas parce qu'ils n'ont pas signé la charte qu'ils ne sont pas là, parce que, je vous l'ai dit, dans cette charte, il est avant tout question de bien vivre ensemble. Et même si on n'est pas tous... Enfin, cette charte, c'est un compromis, hein, forcément. Même si on n'est pas tous d'accord sur tous les aspects, pour autant, on avance tous dans le même sens. En tout cas, j'ai ce sentiment-là. Alors, dans cette charte, je viens de vous le dire, finalement... Le bien vivre, c'est l'affaire de tous et chacun à son échelle, et notamment au niveau de l'échelle de la commune. Hein, Monsieur Lefebvre le disait tout à l'heure. C'est vrai que le premier interlocuteur qui est interpellé en cas de problématique sur les phytosanitaires, c'est évidemment le maire. C'est pour ça que je vais vous expliquer ce qu'on a décidé de faire pour rendre cette charte opérationnelle. Donc les engagements des agriculteurs, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, informer au moins 8 heures avant les voisins avant le début de traitement. Choisir des produits ayant un moindre impact sur l'environnement, s'équiper d'outils de mesure du vent. En contrepartie, on peut déroger aux horaires parce que parfois, mieux traiter, c'est peut-être parfois en dehors des horaires de 7h, 20h pour que ce soit plus efficace et finalement moins gênant. Et la particularité de la charte de la Gironde, c'est d'avoir des engagements vis-à-vis des élus locaux. C'est-à-dire que le modèle qu'on nous avait fourni au niveau national ne mettait pas ça en valeur. Et au niveau girondin, on a décidé d'aller plus loin sur ce volet-là. Et c'est pour ça que l'Association des maires de Gironde a joué un grand rôle pour essayer de donner quelques instructions. Alors, il n'y a rien d'obligatoire, on est d'accord. Hein, mais pour que les permis de construire qui sont délivrés à proximité finalement de parcelles en zone agricole puissent prévoir des distances minimales de 10 mètres entre la future construction et la limite de parcelle. Parfois, le SCOT le prévoit, mais pas toujours. Mais l'idée, c'est d'inciter ce que je vous ai dit, hein, informer, anticiper, prévenir. Il faut anticiper un maximum. Et via le volet urbanisme, on peut aussi anticiper sur des problématiques de voisinage. Donc, l'important, c'est effectivement de se concerter au maximum, et c'est pour ça que c'était important que l'Association des maires de Gironde participe activement à la rédaction de cette charte. Vis-à-vis des élus locaux, pareil, on a mis en place une sorte de méthodologie sur l'organisation de réunions en mairie sur l'épandage. Bon, on voulait se tester avec Saint-Loubès, mais avec le confinement, voilà, on n'a pas pu faire beaucoup de réunions, mais c'est vrai qu'on est toujours preneur d'initiatives de mairie si elles veulent se tester en amont finalement de la campagne de traitement, si elles veulent qu'on organise des réunions en lien avec les ODG, avec les organisations professionnelles, tout cela est possible. Si on voit qu'on sait que sur le terrain, il y a une problématique déjà identifiée de difficulté. Et puis,
On a aussi fait en sorte que la médiation individuelle avec les ODG, les référents locaux des OPA puisse s'organiser. Par exemple, là, on est en campagne de traitement. Parfois, on a des coups de fil sur des conflits. Et ben, il faut réagir très, très vite. Et pour cela, il faut que le maire ait les bons référents. Donc, on a fait un listing de tous les référents qui puissent exister, que le maire peut appeler en cas de difficulté pour régler au plus vite. Au plus vite, c'est ça la question. La question qui est posée ou le souci de communication entre voisins. Et j'ai aussi bien des appels de riverains que de viticulteurs ou d'agriculteurs. J'ai les deux. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de reparler de ça entre nous, parce que vous pouvez être aussi confrontés à ces problématiques-là. Donc, notre objectif, c'est essayer d'être pragmatique, informer, anticiper, prévenir. Alors, l'appropriation de cette charte, peut-être il faut que j'accélère, c'est-à-dire que cette charte, évidemment, on est tous responsables de la mettre en œuvre, évidemment, tous les signataires. On s'est engagé à mettre en place des formations, à accompagner un maximum d'agriculteurs vers l'utilisation d'autres types de produits, notamment en biocontrôle, d'éviter les programmes, évidemment, CMR, de les encourager à se certifier vers des démarches environnementales, etc., etc. Vous trouverez tout ça dans la charte. Évidemment, parler que des phytos, c'est pas toujours le Graal, on va dire. Il y a aussi d'autres façons de parler de l'agriculture, du quotidien, du métier. Et donc, on encourage aussi fortement toutes les démarches autour de la communication positive. Ça peut être après les vendanges. En tout cas, apprendre à se connaître, évidemment, pour être de meilleurs voisins, finalement. Je l'ai dit, les élus locaux ont un rôle majeur dans le dialogue et le compromis au quotidien. Et puis au niveau départemental, on continue de travailler via un copil de suivi de la charte et de mise en œuvre de la charte à travers différents travaux. Et vous allez voir tout de suite ce sur quoi nous avons travaillé pour mettre en œuvre cette charte. Donc, voilà, nous avons travaillé sur un kit à destination des élus que l'Association des maires de Gironde a envoyé à tous les maires et normalement à toutes les collectivités au mois d'avril. Donc si vous me dites dans la salle que vous ne l'avez pas reçu, en tout cas, moi je suis sûre qu'il est parti via l'Association des maires de Gironde. Après vous, peut-être que vous n'avez pas été destinataire. Il y a des maires dans la salle? Oui, vous ne l'avez pas vu. D'accord. J'ai réinterrogé l'Association des maires de Gironde qui me dit qu'elle l'a envoyé à tout le monde. Mais en tout cas, ça mériterait que je refasse des envois. Je ne sais pas par quel créneau. Il va falloir que je trouve une solution. En tout cas, il y a un kit mairie qui est parti et qui détaille finalement, vous avez des liens, en fait c'est un kit par mail, hein, d'accord, et qui détaille finalement différents documents sur lesquels le maire peut s'appuyer ou ses équipes pour effectivement mieux connaître son agriculture, sa viticulture, et puis je vous disais organiser la médiation locale s'il y a besoin. Donc dans ce kit, il y a la carte des AOC du vignoble bordelais. Il y a différents documents et je tiens à dire que ces différents documents nous ont été amenés par les partenaires du groupe. Donc voilà, on pourrait mettre d'autres documents si d'autres partenaires décidaient de mettre d'autres documents. Enfin voilà, il n'y a rien de fermé. On est sur la base du volontariat et c'est un groupe de co-construction. Donc dedans, il y a par exemple une note sur le traitement phytosanitaire de la vigne, les grands principes de l'agriculture biologique, des chiffres sur la viticulture girondine. Donc pour être un peu plus coutumier finalement de l'agriculture girondine. Il y a une plaquette qui a été proposée par le CIDB sur les différentes certifications environnementales. Il y a quelques repères. Je vous disais, il y a la liste des ODG avec les référents locaux, appellation par appellation, qui contacter en cas de problème. Voilà, je suis sur telle commune. Voilà, si j'ai besoin, j'appelle tel référent. Il y a les relais locaux de la FNSEA. Il y a les délégués de secteur du syndicat des Bordeaux et des Bordeaux supérieurs. Il peut y avoir d'autres référents. Ça ne tient qu'aux organisations pour nous donner des listes pour compléter. Donc voilà, ça c'est le kit mairie très concret qui avait été envoyé. Dans ce kit, vous avez aussi des supports de communication. Alors, ils sont aussi à l'entrée, pareil. Donc voilà, ça c'est le calendrier du viticulteur qui permet de connaître un peu les différentes interventions tout au long de l'année. Le viticulteur peut le distribuer à ses voisins pour l'expliquer. La mairie peut l'avoir sur son siège pour l'expliquer, pour le donner et puis s'informer. Donc voilà, on est sur le dialogue avec des supports qui sont complètement accessibles. Donc celui-là, il a été dupliqué. Donc moi, j'en ai aussi beaucoup au bureau si vous en avez besoin.
Mais voilà, tout est aussi sur Internet. Hein, voilà, si vous en avez besoin, celui-là est plus difficile à imprimer, on va dire ça comme ça. Voilà. On avait fait aussi pendant le lancement de la concertation une petite infographie sur le métier de viticulteur, c'est-à-dire que effectivement tout le monde traite, alors avec différents produits, mais les traitements ça concerne toutes les exploitations. Il peut y avoir quelques nuisances, du bruit, etc. Les nuisances, ça peut être aussi du bruit, les horaires, etc. Donc voilà, on essaie d'expliquer tout simplement le b.a.-ba finalement du métier pour que chacun se l'approprie et le comprenne un peu mieux. Ça n'exclut pas une discussion, hein, mais voilà, c'est quelques supports qui sont peut-être utiles pour vous. L'activité agricole selon les saisons, parce qu'évidemment on ne parle pas que de viticulture, il y a aussi d'autres types d'exploitation en Gironde. Et puis voilà, ça c'était un premier support mais qu'on a refait sous forme de roue. Pour continuer, la démarche ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que cette année à la Chambre d'agriculture, par exemple, on a lancé une formation sur la communication positive pour savoir comment se positionner vis-à-vis de son voisin. Donc on incite effectivement les viticulteurs, les agriculteurs à se former parce que parfois c'est difficile de communiquer. Donc on est en train de multiplier ce genre d'initiative sous forme de formation. Donc cette année, il y avait une session avec 9-10 personnes en 2 temps. Voilà, donc il y a au moins 9-10 personnes qui l'ont suivi. Et il faut qu'on continue à lancer ce type de formation. Et puis la dernière initiative en date, c'est de mois d'avril, c'est qu'on a lancé une application mobile avec tous les partenaires qui s'appelle le BVE 33, que pareil, il y a de l'information à l'entrée. Donc il y a le volet contributeur, c'est-à-dire agriculteur, viticulteur, et il y a le volet grand public. Donc tout le monde peut télécharger gratuitement cette appli mobile, BVE33, voilà, tout le monde peut le faire dans la salle, c'est facile, vous êtes tout de suite utilisateur. Et puis les professionnels qui vont signaler finalement leur traitement ou toute autre intervention, hein, des nuisances sur la route, à l'occasion des récoltes, des vendanges, etc. Voilà, donc il y a différentes possibilités de travail du sol, enfin pour informer aussi ses voisins. S'inscrivent dans l'application. Et on vérifie quand même qu'ils soient des professionnels. Voilà. Et une fois qu'on a vérifié ça très très rapidement, après ils peuvent notifier des interventions. Donc je vous disais informer les riverains des interventions, créer un moyen d'information entre les agriculteurs parce que cette application-là a un intérêt, c'est que entre contributeurs, ils peuvent s'informer des aléas climatiques à venir, la grêle, etc. Ça a aussi une vocation d'information entre professionnels pour effectivement faire une communauté. Les aléas climatiques, on l'a bien vu ces derniers jours, ça concerne évidemment tout le monde, mais les professionnels ont besoin d'être alertés entre eux, donc ils peuvent aussi en faire une communauté entre eux. Et l'avantage de cette application-là, c'est qu'elle ne concerne pas que les voisins, elle concerne aussi les randonneurs. Donc on a été contacté par la Fédération départementale de randonnée pour effectivement créer un partenariat pour donner de l'information sur cette application-là. Juste quelque chose à savoir pour l'application. Quand vous êtes utilisateur, n'hésitez pas à rentrer votre adresse parce que c'est géolocalisé. Au moment où l'agriculteur, le viticulteur notifie finalement son intervention, si vous n'êtes pas dans le périmètre, vous n'allez pas recevoir la notification, sauf si vous avez mis votre adresse et quand vous re-rentrez dans le périmètre, la géolocalisation s'active. Donc il faut inciter les utilisateurs à rentrer au maximum leur adresse pour que la géolocalisation permette des notifications en temps réel. Sinon, quand vous allez sur l'appli, si vous n'avez pas reçu la notification, de toute façon, sur la carte, vous voyez toutes les interventions. Mais c'était pour avoir le petit plus de la notification qui vous arrive directement sur votre téléphone. Pour finir, dans la charte, on avait prévu aussi d'expérimenter finalement à proximité de sites sensibles l'accompagnement de viticulteurs qui sont à côté notamment d'écoles ou d'hôpitaux ou d'autres sites sensibles pour qu'effectivement il existe des règles de l'arrêté d'avril 2016 qui prévoit déjà des horaires très particuliers sur les traitements en fonction du matériel utilisé, des distances à respecter. Mais parfois, certains viticulteurs ou agriculteurs étaient encore en demande de besoin d'accompagnement. Donc on a créé, grâce à la communauté de communes de l'Estuaire, sous couvert du contrat local de Haute-Gironde, c'est ça, comme ça qu'on dit, une expérimentation sur 4 sites dans 4 appellations, Blaye, Estuaire, Grand Gubzaki et Latitude Nord-Gironde, enfin c'est les 4 CDC plutôt. Et donc on a identifié 4 viticulteurs et ils ont un accompagnement individuel
avec la MSA qui s'est raccrochée aussi à l'accompagnement. Et donc ça consiste finalement à accompagner individuellement chaque viticulteur sur son programme de traitement pour essayer effectivement d'aller vers par exemple un accompagnement sur le cahier des charges en bio. Voilà, sur les 4 qui sont concernés, il me semble qu'il y en a 3 qui vont vers un programme bio, le suivi de la parcelle. En tout cas, il y a un conseiller viticole qui passe chaque semaine et qui les suit pour éviter la prise de risque et puis pour rassurer aussi le viticulteur économiquement. Donc, il faut, voilà, c'est sur la base du volontariat, mais il est très très suivi. Et donc, on tirera les conclusions à la fin de l'année. Voilà, c'est en cours. Donc, accompagnement individuel avec la MSA, présence de la MSA, donc qui effectivement est là pour regarder un peu toutes les analyses, enfin tous les risques et le suivi du travail, y compris vis-à-vis des travailleurs et puis des salariés, des exploitants. Donc voilà, on a tout un environnement un peu partenarial qui permet voilà, de travailler aussi en confiance et puis sur le long terme. Et pour finir, il est prévu dans chaque site une médiation, c'est-à-dire que là, comme on est à proximité de sites publics et finalement... il va y avoir des réunions avec les différentes parties prenantes. Ça peut être la mairie ou l'école à côté. Et puis, on dialogue, on se concerte, on discute ensemble des évolutions qui sont en train d'être faites sur ce site-là. Donc, c'est accompagnement individuel et accompagnement collectif entre viticulteurs et accompagnement finalement local autour d'une médiation avec les différentes parties prenantes. Finalement, il faut multiplier la communication grand public et toutes les initiatives et toutes vos initiatives sont bonnes. Voilà, il y a un groupe de travail avec beaucoup de partenaires qui travaillent à ça. Je représente la Chambre, mais tout un groupe aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers nous. Si vous avez besoin des accompagnements aussi bien techniques que grand public que de médiation, on trouvera des solutions avec les partenaires pour vous accompagner. Voilà. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Et celle d'avant qui était très intéressante aussi. Donc moi, je suis adjointe au maire à la ville de Léognan, une ville de 10 000 habitants, peut-être la ville viticole la plus peuplée de France. C'est ce qu'on nous a dit avec ses 25 châteaux. Je suis avec mon collègue là, qui est élu dans la commune, qui est agent dans la commune. Et les problèmes, on connaît tout ça et on fait médiateur en effet tout le temps. On a eu droit aussi à des reportages, etc., télé, ouais. Mais qui étaient aussi à juste titre peut-être, puisqu'on a un groupe scolaire, un centre de loisirs, qui jouxte, avec une des parcelles qui jouxte donc un grand château. Voilà. Et donc il a fallu, il faut répondre sans arrêt, on a fait des initiatives aussi locales, comme des lettres infos par an, etc. Je ne vous dis pas quand il y a les éoliennes, 30 éoliennes qui marchent, on a passé 3 jours à répondre, etc. On essaye de faire des liens. Je connais votre appli, je l'ai téléchargée tout de suite. Malheureusement, à Léognan, je ne sais pas s'il y a un château qui a participé. Un viticulteur m'a même dit surtout, parce qu'on voulait en parler dans notre magazine, ils ont dit surtout n'en parlez pas encore. Donc on a ce souci aussi. Je ne sais pas, alors nous, moi je veux bien être cobaye, proposer la ville de Léognan pour, si vous voulez participer avec nous, on est preneurs. On essaye d'avoir des relations, on organise chaque année avec les parents d'élèves, le château qui jouxte, etc. On a aussi des terrains de tennis. Mais pour dire, bon, c'est vraiment difficile, mais bon, je pense qu'on va y arriver, il n'y a pas de souci. Mais sur les 25 châteaux, j'en connais un en bio, quoi. Donc pour l'instant, ils nous disent tous qui sont en HQE niveau 3, etc. Ils ne passent jamais le cap, hein, mais ils travaillent tous en bio, ils disent. Mais c'est difficile. Enfin, je pense que, je ne sais pas si vous partagez ce genre de remarques, mais en tout cas, bon, on est très preneurs de tout ce genre de choses. On va vers le positif, on est positif et on va y arriver. Mais pour dire qu'on est sans arrêt en train de travailler avec, d'être médiateur, on a l'impression d'être toujours médiateur, mais est-ce que c'est notre rôle aussi aux agriculteurs, enfin aux viticulteurs, de prendre aussi leurs responsabilités? Et j'ai bien aimé aussi tout à l'heure le volet social, puisque les saisonniers, on les a, et pour l'instant, comment on les reçoit, on a le problème aussi, puisqu'ils ont leur camion, etc. Enfin, je vous passe tout ça. Mais après, on est très content d'avoir du très bon vin aussi. Donc voilà. Donc c'était juste une remarque. Mais on attend beaucoup de cette appli BVE33. Pour l'instant, un château et encore. Alors, elle a été lancée au mois d'avril, donc c'est vrai que c'est assez récent.
Et puis, mais petit à petit, ça grimpe. Je dirais que statistiquement, c'est plutôt des grands châteaux qui l'utilisent. Voilà. Dans ce que je vois, parce qu'ils ont beaucoup de parcelles. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la communication est plutôt passée vis-à-vis des grands châteaux sur l'application. Après, je n'ai pas dit que les autres châteaux ne continuaient pas à informer via des SMS, etc. On ne part pas de rien. Voilà. Il faut voilà. De toute façon, on est parti sur du volontariat et je n'ai pas dit qu'il ne se faisait rien avant. C'est juste une pierre de plus à l'édifice pour apporter d'autres outils. Après, si certains utilisent des outils qui marchent, il faut rester... Enfin, voilà, il faut rester avec ça. L'important, c'est la démarche vers laquelle on va et que chacun puisse un maximum informer. Mais voilà, on est en première année de charte avec les petits feuilletons que je vous ai cités et puis l'application qu'on vient à peine de lancer. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas beaucoup d'initiatives avant et qu'il ne faut pas les encourager. Voilà, c'est ça que je... Oui, moi j'ai aussi une question. Je trouve très intéressant cette démarche d'anticiper par rapport à l'urbanisme, parce que ça évite les problèmes de demain, je pense. Exactement. Comment vous travaillez sur les compensations financières du foncier? Parce que qui paye finalement cette bande de 10 mètres, cette no man's land entre le viticulteur qui sera tranquille parce qu'il a personne à 10 mètres, mais d'un côté d'urbanisme, on parlait du prix du foncier tout à l'heure. J'espère que c'est pas 4 millions d'euros l'hectare parce que ça va faire très cher les 10 mètres. Mais moi, je viens du département de l'Hérault et du Biterrois, et pour l'instant, on est bloqué là-dessus. C'est-à-dire que personne ne veut prendre en charge cette part-là, ni nos lotisseurs, ni nos communes. Donc, je suis vraiment preneur si vous avez trouvé la petite astuce pour... Je pense pas. Non, je pense pas qu'on ait trouvé d'astuce. Mais par contre, est-ce que par le biais du programme d'élite, des lisières urbaines, est-ce qu'on a trouvé des astuces ou pas? Il y a Yann dans la salle, peut-être que... Bonjour à tous. Donc Yann Reynaud, conseil régional et coordination du programme VitiRêve. Effectivement, dans le programme VitiRêve, on a 14 laboratoires d'innovation territoriale, dont un qui est spécifiquement sur cette question, un LIT qui s'appelle le lisière urbaine, avec des sites pilotes tout autour de la communauté urbaine de Bordeaux et qui pose des questions sur ce sujet. Ça part déjà d'un diagnostic des territoires. Ce qu'ils ont commencé à faire, c'est s'associer au CISDO, qui est le syndicat qui gère le SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise, pour essayer déjà de cartographier où on en était du linéaire qui se situe entre les vignes et l'habitat, avec la situation actuelle et la situation qu'on peut attendre dans 10-15 ans, effectivement, en fonction de ce qu'on sait, de l'évolution du PLU, etc. Et sur ce linéaire, on voit déjà qu'est-ce qui existe actuellement dans cet espace où le vignoble de Jacques finit là où commence la terrasse de Pierre, quelque part. Et donc, dans un certain nombre de cas, il y a déjà une transition imaginée. Ça peut être une haie, ça peut être un passage, ça peut être une piste cyclable, etc. Dans d'autres cas, c'est de la confrontation beaucoup plus directe, et donc c'est là où il faut intervenir. Mais le passage déjà, alors je ne réponds pas tout à fait à votre question encore, mais le passage par la cartographie aide énormément les acteurs locaux. J'entendais une parole d'élu tout à l'heure, et il me semble que Léognan fait partie des sites pilotes de lisière urbaine. Le passage par la cartographie aide à dépassionner un peu le débat et à poser les choses concrètement sur là où se situent les jonctions. Et ensuite, effectivement, je crois que les solutions, ça va être vraiment au cas par cas, en fonction, comme vous le dites, du prix du terrain, de ce qu'on est capable d'imaginer aussi comme valorisation de l'entre-deux. Là, on parlait de bande de 10 mètres. C'est sûr que si on part de l'état d'esprit que cette bande est perdue, et bien forcément, c'est une perte sèche, et suivant le prix du terrain, c'est plus ou moins cher. Mais si au contraire, on lui donne une valorisation, parce que ça devient un espace de biodiversité avec des ressources qui peuvent être utilisées, si c'est plutôt un espace de passage, parce que c'est une piste cyclable, si on y met des choses, on peut imaginer des valorisations dont on peut partager le coût sociétalement, parce que tout le monde a intérêt à avoir ces zones tampons, qu'on soit des deux côtés de la lisière, viticulteur ou urbain. Mais je pense que, bon, là, pareil, le laboratoire est encore assez jeune, donc il n'a pas encore produit des années d'enseignement, mais de ce qu'il voit des différents terrains pilotes sur lesquels il travaille, c'est que les solutions sont vraiment au cas par cas. En tout cas, intéressé pour faire des liens avec le Biterrois pour voir si on peut échanger sur cette question. Je pense qu'on sera preneur.
On va prendre une dernière question. Et moi, je suis Frédéric Rose, journaliste à la revue Vitis Bio. Je voulais savoir comment les viticulteurs bio étaient impliqués justement dans cette charte, dans ces négociations, ces dialogues. Voilà, est-ce qu'ils sont impliqués? Est-ce qu'ils sont confrontés aux remarques? Est-ce que Sylvie est là? Parce que peut-être qu'elle voulait répondre directement. Alors, dans notre copie, là, on a Agrobio, on a le syndicat des vins bio de Nouvelle-Aquitaine. Donc, en fait, les viticulteurs bio sont impliqués dans la charte parce que, je vous l'ai dit, toutes les exploitations, finalement, traitent avec différents produits. Et donc, du coup, on a beaucoup de questions des riverains sur la fréquence des traitements, parfois sur les réactions vis-à-vis de certains traitements. Et donc, c'est pour ça que les bio, dès le départ, se sont impliqués dans la charte. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les produits bio ne sont pas concernés par les EDNT. Pour autant, aujourd'hui, avec la réhomologation de certains produits bio, les autorisations de mise sur le marché prévoient quand même des EDNT riverains. Donc, de toute façon, plus ça va aller et plus, effectivement, il y aura des questions de zones de non-traitement à respecter. C'est pour ça que, de toute façon, depuis le départ, les bio sont partie prenante de la réflexion de la charte pour favoriser ce dialogue-là. Et puis, je vous ai dit, comme on organise dans la charte, finalement, une volonté d'aller vers des traitements qui sont plutôt en biocontrôle. Donc, de toute façon, voilà, on va dans le même sens. Aujourd'hui, ils ne sont pas signataires, mais je dirais que ce n'est pas très grave, il faut continuer d'avancer. Et puis voilà, je pense qu'on a suffisamment de points communs pour avancer, pour que la charte puisse continuer avec les bio. Mais je dirais qu'il n'y a pas eu cette opposition-là entre bio, conventionnel, le reste, c'est plutôt, ça s'est fait sous forme du bien vivre ensemble, la communication. Donc on a continué d'avancer sur le sujet sans se poser plus de questions que ça, je dirais. Je ne sais pas si Sylvie est revenue. Je crois qu'elle est dehors. Elle en parlera mieux que moi, puisque savoir comment elle s'implique dans le groupe. Elle est dans le groupe communication. Enfin voilà, elle participe au groupe avec Delphine qui est là aussi. Donc voilà, je ne sais pas si c'était ça votre question. Au même des problèmes. Bah oui, ils sont parce que. Exactement, parce que de toute façon, aujourd'hui, dès qu'on sort un pulvé, peut-être que mon collègue Yann le dirait mieux que moi, mais dès qu'on sort un pulvé, finalement, tous les riverains réagissent, qu'on soit en traitement bio ou pas. Donc, il faut expliquer. Et après, il peut y avoir aussi certains produits qui peuvent provoquer peut-être des réactions. Je ne sais pas, le soufre, on dit souvent que parfois, ça peut être un peu allergisant. Donc, et je dirais, quand on traite peut-être tard le soir ou tôt le matin, le sujet est le même pour les conventionnels et les bio. Donc, à partir du moment où le riverain fonctionne en termes de nuisance, je dirais que ça concerne l'ensemble de l'agriculture et que là, il faut qu'on fasse front commun pour expliquer, informer et anticiper.